Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro de Focus Educ. Focus Educ a un programme qui promeut le secteur de l'éducation en RDC. Et sur cette note, nous nous sommes envolés pour la province de Tanganyika, plus précisément dans la ville de Kalemi. Ici, nous sommes en face de Nicolas Prince. Il est le prophète de Kalemi 1. Donc avec lui, nous allons aborder des questions d'actualité liées à sa juridiction. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, monsieur le prophète. Bonjour, madame Fleuris. Alors, vous êtes le directeur provincial de l'EPST Tanganyika. Hein? Voulez-vous nous présenter votre secteur éducationnel? Bon, la province éducationnelle Tanganyika 1 est située au nord-est de la province administrative Tanganyika. Elle comprend 7 sous-divisions, 3 sous-divisions à Kalemi, 2 sous-divisions à Moba, donc Moba 1, Moba 2, et 2 sous-divisions à Nyunzu, Nyunzu 1 et Nyunzu 2. Cette année, nous scolarisons 568 000 élèves et nous gérons 8 000 enseignants dans l'ensemble. L'indice de parité, pour le moment, avoisine 1, c'est que nous sommes proches de la norme exigée. Et nous sommes au bord du lac Tanganyika comme cours d'eau principal. Et à l'est du lac Tanganyika, nous sommes voisins de la Tanzanie, du Burundi et également de la Zambie. Mais un peu plus au nord, nous faisons frontière avec la province du Sud Kivu et aussi celle du Maniema. Voilà un peu comment se présente la province éducationnelle Tanganyika. Merci beaucoup. Et dans la mise en œuvre de votre plan d'action opérationnel intitulé PAO, quelles ont été les priorités en matière d'accès, de qualité et de gouvernance? Bon, en matière d'accès, nous avions voulu, à travers notre plan d'action opérationnel, améliorer certains indicateurs pertinents, notamment le taux de préscolarisation, le taux également, le pourcentage d'enseignement privé agréé. Alors qu'au niveau de l'axe qualité, nous avons voulu améliorer d'autres indicateurs tels que les taux d'achèvement, les taux bruts de scolarisation, les pourcentages d'établissements d'enseignement public. Au niveau de la gouvernance, nous avions voulu essayer d'améliorer le pourcentage d'enseignants qualifiés. Okay. Parce que ce taux se trouve jusque-là à 21% d'enseignants qualifiés au niveau des établissements secondaires. Ça fait que on n'a pas assez d'enseignants qualifiés au niveau des secondaires. Les enseignants que nous utilisons, pour la plupart, sont sous-qualifiés. Vous savez que l'élaboration du plan d'action opérationnel est un processus. Hein. Nous commençons par identifier tous les problèmes, nous les répertorions, nous les listons. Après cela, il faudrait prioriser les problèmes parce qu'on ne peut pas aborder tous les problèmes à la fois. Nous les avons priorisés. Et c'est alors que nous avons commencé à rédiger la mouture du plan d'action opérationnel. Je parle de la mouture parce que pour que nous commencions à exécuter les PAO, il faudrait que la mouture du PAO soit discutée au niveau du comité provincial de l'EPST. C'est ce qui a été fait. Parce que dans ce comité-là, nous avons tous les partenaires et acteurs éducatifs. Ils sont présents, on discute par rapport aux problèmes à retenir et aussi par rapport aux sources de financement du PAO.
Et c'est après cette étape que nous sommes dans la mise en œuvre. Mais la mise en œuvre, je vous l'avais dit l'autre fois que le PAO, c'est un outil d'évaluation des performances. Mais c'est en même temps un outil de mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation professionnelle. Donc chaque année, nous nous soumettons à cet exercice à mi-parcours, mais aussi à la fin de l'année scolaire. C'est pour que nous voyions le niveau d'avancement par rapport d'abord à nous-mêmes, aux objectifs que nous nous sommes assignés au départ de l'année scolaire, mais aussi par rapport à l'exécution des objectifs fixés au niveau de la stratégie. D'où nous venons, où en sommes-nous et qu'est-ce qui reste à faire. Et en ce moment, vous êtes à quel niveau? Bon, si nous devons seulement prendre certains indicateurs pertinents, tels que le taux de préscolarisation, nous sommes à 5% seulement. Donc 5%, ça signifie que 5% d'élèves ou d'enfants ayant l'âge de 3 à 5 ans sont inscrits au niveau maternel. Alors que au niveau de la stratégie sectorielle, l'idéal est que on avoisine les 15% d'enfants de cette tranche d'âge-là. Au niveau de la qualité, par exemple, si on doit parler de la qualité au niveau primaire, il s'avère que il n'y a que 17%, donc 37,2% d'enseignants qui ont reçu la visite des inspecteurs. On appelle ça la visite pédagogique, le C3. Alors que l'idéal ou la norme voudrait que tous les enseignants reçoivent chaque année une visite de l'inspection d'enseignement afin que l'enseignant essaie d'améliorer sa prestation. Au niveau secondaire, je l'avais dit, 21% seulement d'enseignants sont qualifiés. Mais justement, cette question... C'est extrêmement grave parce que dans les milieux urbains, on peut trouver des institutions d'enseignement supérieur qui permettent à ce que les jeunes gens puissent améliorer leur qualification. Ce qui n'est pas le cas dans les milieux ruraux. Et vous allez aussi constater que dans les milieux urbains, il y a un surnombre de cadres, mais qui ne veulent pas aller à l'intérieur. Ils préfèrent rester en ville parce qu'ils estiment que les conditions de vie à l'intérieur sont difficiles. Ouais, c'est ça un peu aussi la difficulté. On peut en avoir beaucoup d'enseignants qualifiés en ville, mais qui ne veulent pas être déployés à l'intérieur. Ouais, ouais. Voilà, alors nous allons aborder la question, je crois que c'est la troisième question. Quels sont les défis qui doivent être relevés en ce moment? Bon, les défis, lorsqu'on élabore le plan d'action opérationnel, là, il y a un problème, c'est que on doit mettre en œuvre le PAO conformément aux ressources disponibles. Nous nous sommes réunis au comité provincial, nous nous sommes assignés des objectifs, nous avons décidé de cheminer ensemble pendant un certain temps et nous avons compté sur certaines sources de financement. Il y a des ressources que nous-mêmes nous pouvons apporter, mais il y a des ressources, il y a les ressources humaines. Okay. Nous nous mettons à la disposition du système de ressources humaines. Les inspecteurs en font partie en termes de formation. Mais il y a des ressources que nous attendons des partenaires. Et c'est là que parfois
soit ces ressources ne viennent pas, soit elles viennent en retard. Alors que nous avons un chronogramme d'activité bien précis. C'est ainsi que pendant l'évaluation, il y a ce décalage-là entre l'objectif assigné et les résultats atteints. Ok. Ouais. Voilà. La province de Tanganyika, éducationnelle bien sûr, Oui. Connaît de plein fouet les effets des inondations ou de l'inondation. Ouais. Aujourd'hui, que pouvons-nous retenir de ces dégâts? Bon, selon les données actualisées, il y a actuellement 87 écoles affectées par les catastrophes naturelles en général, mais il y a aussi les effets dus aux conflits intercommunautaires. Pour ce qui concerne les catastrophes naturelles, regardez même à Kalemi, où nous nous retrouvons en ce moment-là, vous avez eu le temps de circuler. Il y a des écoles qui sont totalement détruites. C'est le cas du complexe scolaire du Lac, de l'Institut Neema et de l'école primaire Neema. Il y a l'Institut Lukenta, je m'excuse, qui sont vraiment complètement détruites et où on ne peut plus étudier. Okay. Et ces enfants-là, nous les avons amenés dans d'autres sites d'accueil, dans d'autres écoles d'accueil. Par exemple, à Maïto et à Kifungo, où ils sont en train de finir leur année scolaire. Mais nous avons estimé que ça, c'est juste une solution provisoire. Les conditions d'accueil étant difficiles, il y a les problèmes des bancs, il y a les problèmes de nombre de salles de classe, il y a les problèmes de bureaux administratifs de ces écoles-là. Un chef d'établissement qui doit cohabiter avec un autre. C'est compliqué quand même. Hein? La solution durable, et c'est là que nous sommes en train de travailler, c'est de faire en sorte que, avant l'année scolaire 2024-2025, on puisse construire de nouvelles salles de classe pour ces élèves-là. Et avant de construire, il faut d'abord avoir du terrain. Et ce terrain-là, nous devons les avoir de la part des autorités attitrées, à commencer par l'autorité provinciale, auprès de qui nous avons déjà formulé la demande et le processus est en cours. Et quand on aura les terrains, il faudra avoir des moyens nécessaires pour construire dans 6 mois des bâtiments scolaires pour accueillir ces enfants. Pensez-vous dans 6 mois, les bâtiments seront disponibles dans 6 mois? Nous supposons, au regard des promesses que nous avons de nos partenaires, parce que nous comptons aussi beaucoup sur les partenaires, en plus de ce que le gouvernement va mettre à la disposition des communautés de la province du Tanganyika. Au regard de cette situation des inondations des écoles, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de la protection du droit des enfants? Nous nous retrouvons dans le contexte d'une situation ou d'une éducation en situation d'urgence. Quelle que soit l'urgence, les efforts des autorités scolaires doivent être de nature à garantir les droits à une éducation de qualité de tous les enfants affectés. Nous avons réussi de ce côté-là parce que les enfants continuent à étudier jusqu'à aujourd'hui. Même si, quelles conditions? Quelles qu'en soient les conditions, mais si vous passez, les enfants étudient normalement. Et nous y veillons pour le reste de l'année scolaire. Donc on a délocalisé les élèves et les enseignants et les cours continuent. Je crois que de ce côté-là, on a moins d'inquiétude, mais on est préoccupé par les conditions dans lesquelles les enseignements se donnent. Est-ce que l'Assemblée provinciale met la main dans la pâte d'une manière ou d'une autre quant à cette situation des inondations? Bon, la situation actuelle est arrivée au moment où
nous sommes dans une période, comment on appelle ça, là, un peu de transition, où il y a l'Assemblée passée qui vient de passer la main à l'Assemblée provinciale actuelle. Le temps que le bureau s'installe, qu'on mette en place le calendrier des activités, etc. Mais aussi dans une période où le gouvernement provincial actuel est en train de passer la main au gouvernement provincial entrant, qui n'est même pas encore investi. Vous voyez, ça crée un peu un flottement de nature à freiner un peu les initiatives. Voilà, lentement mais sûrement, nous tournons vers la fin de notre programme, notre émission Focus Éduc. Alors, le gouvernement, enfin, vient de sortir. L'EPST a un nouveau ministre, qui est une femme, Madame Raissa Moula. Quelles sont vos impressions? Bon, lorsque j'ai suivi... Et qu'est-ce que vous attendez de... D'abord, je dois féliciter son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, le champion de la masculinité positive. Quand vous regardez, je n'ai pas fait le décompte, mais vous voyez que le nombre de ministres et femmes s'est véritablement accru. Et ça, nous devons applaudir. C'est pour encourager nos jeunes filles à étudier, parce qu'elles ont déjà une référence. Tout à fait. Hein? Les femmes ou les jeunes filles anciennes qui ont étudié sont haut placées maintenant. Bon, par rapport à notre ministre actuel de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, je tiens à féliciter de vive voix son Excellence Madame Raissa, qui a accédé. Elle le mérite amplement. Elle est engagée dans la cause de l'éducation depuis bien longtemps. Elle n'a travaillé que pour l'éducation. Elle est elle-même enseignante, ce qui nous enchante énormément parce que elle partage nos réalités, nous enseignants. Elle est impliquée en termes d'amélioration de la qualité de l'enseignement. Elle rédige des ouvrages et aussi formule même de projets pour solliciter l'appui et du gouvernement national et des partenaires techniques et financiers. Vraiment, j'ai été très content par les choix portés sur Madame Raissa. Voilà, très content de ce choix porté sur Madame Raissa. Donc, avec tous ces détails, on comprend que Monsieur Nicolas Prince connaît vraiment bien Madame Raissa. Alors, c'est la fin de notre magazine. Une toute dernière question. Est-ce que vous avez un message particulier à faire aux partenaires éducatifs, à la province et au gouvernement central? Nous avons une grande préoccupation, parce que tout ce que nous faisons, c'est pour la cause de l'enfant. C'est l'enfant qui nous réunit. Or, maintenant, dans la province du Tanganyika, il y a un problème. Il y a le problème des catastrophes naturelles qui devient récurrent. Moi, je pense que ce problème doit attirer au plus haut point l'attention et des autorités provinciales et de la haute hiérarchie nationale. Parce que là, vous voyez, 85 écoles affectées, 35 000 élèves bousculés durant l'année scolaire, ce n'est pas une mince affaire. Et la situation nous arrive à l'improviste. Ça dépasse les capacités d'intervention des autorités scolaires provinciales. Je pense que pour ce genre de situation, nous avons vraiment besoin de soutien. C'est la fin de ce numéro, mesdames et messieurs. Nicolas Prince, au prophète de Tanganyika 1, a été notre invité d'aujourd'hui et avec lui, nous avons abordé des questions liées à son secteur éducationnel. Et à vous, merci de votre attention, au soutenu et au revoir.